Je m'appelle Mireille, j'ai 67 ans et je vis à Arles, dans une vieille bâtisse de pierre claire que mon mari et moi avons rénovée de nos propres mains, pierre après pierre, durant plus de 3 décennies. Depuis que la maladie l'a emporté il y a 8 ans, j'ai continué seul à entretenir le jardin d'oliviers, à faire vivre cette maison remplie de souvenirs. Je croyais avoir traversé les pires tempêtes, le veuvage, la solitude, les nuits où le silence se fait couperet. Mais ce qui m'attendait cet automne-là allait bousculer jusqu'à mes fondations. Ce jour-là, j'étais rentré plus tôt que prévu de la pharmacie. Mon genou me lançait trop fort pour continuer les courses. Le soleil déclinait lentement derrière les alpilles, colorant les murs d'ocre et d'ombre douce. En franchissant le portail, un vacarme inattendu m'a figé sur place. Des bruits sourds, des voix masculines, le bourdonnement aigu d'un outil électrique. Je suis resté pétrifié, croyant d'abord à un chantier chez les voisins. Mais les sons venaient bien de chez moi. J'ai monté les marches du perron, la main crispée sur ma clé. Dès que j'ai ouvert la porte, une odeur de poussière mélangée à celle de peinture m'a assailli. Et dans ma chambre à moi, un espace que je considérais comme sacré, 3 hommes s'affairaient. Ils dévissaient mes meubles, arrachaient les plaintes, déplaçaient l'armoire conjugale. Leurs salopettes couvertes de plâtre contrastaient avec les draps encore imprégnés du parfum de lavande. 2 d'entre eux ne m'ont même pas regardé. Le 3e m'a jeté un coup d'œil désinvolte, comme si j'étais l'étrangère ici. J'ai trouvé la force de demander, la voix tremblante, ce qu'ils faisaient dans ma maison. L'un d'eux a haussé les épaules en marmonnant que les travaux avaient été validés par monsieur et madame. Mais il n'y avait plus de monsieur, et moi je n'avais jamais rien signé. Mon cœur battait si fort que j'ai dû m'agripper à l'encadrement de la porte pour ne pas vaciller. Il touchait à nos affaires, à notre lit, au livre de mon mari, comme si tout cela n'avait plus de valeur. J'ai hurlé qu'ils sortent sur le champ. Ils se sont regardés, puis l'un d'eux a simplement léché. On a nos ordres. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai pu dire après. La panique, la rage et l'incompréhension m'ont brouillé l'esprit. Je sais seulement que j'ai couru jusqu'au téléphone pour appeler mon fils, Laurent. Il n'a pas répondu. J'ai composé ensuite le numéro d'Élodie, ma belle-fille. Elle a décroché, sa voix aussi douce que froide. « Ne vous inquiétez pas Mireille, tout est sous contrôle. » Sous contrôle. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le bruit de la perceuse résonnait encore dans mes tempes. Je suis resté prostré dans le vieux fauteuil de mon mari, serrant contre moi une photo de notre mariage, attendant le lever du jour. Le lendemain matin, alors que je tentais de reprendre mes esprits, on a frappé 3 fois à ma porte. Quand j'ai ouvert, 2 agents de police se tenaient sur le pas. « Madame Lambert » a demandé l'un d'eux. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Ils nous ont chargés de vérifier une déclaration concernant des travaux non autorisés dans cette maison. Mon souffle s'est coupé. Comment aurais-je pu être accusé de réaliser des travaux illégaux chez moi ? Le plus terrible, c'est qu'ils semblaient déjà convaincus. Comme si un scénario avait été écrit d'avance, minuté, préparé pour me faire tomber. Je me suis assise dans le salon, les mains jointes sur mes genoux tremblants. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une erreur. On cherchait à me faire passer pour fautive. On voulait me voler plus que mes murs, ma légitimité, mon honneur. Mais qui se cachait derrière cette machination ? Et dans quel but ? Mon regard a glissé jusqu'à une liasse de papier entr'ouverte sur la commode. À l'intérieur, des devis, des signatures qui imitaient la mienne, mais qui n'étaient pas les miennes. Un nœud s'est formé dans mon ventre. Quelqu'un avait imité mon écriture avec précision. Chaque document, chaque détail avait été pensé pour me discréditer. Et une idée, encore floue mais tenace, m'a traversé l'esprit. Et si mes propres enfants n'étaient pas étrangers à cette mise en scène ? Vous, que feriez-vous si vous retrouviez des étrangers en train de démonter vos meubles avec la bénédiction silencieuse de vos proches ? Je veux le savoir. Écrivez-moi, racontez-moi. La visite des policiers n'a duré qu'une 20aine de minutes, mais j'en suis sorti vieilli de 10 ans. Je leur ai répété 100 fois que je n'avais autorisé aucun chantier. Ils notaient, observaient, faisaient mine d'écouter.
Mais dans leur regard, il y avait ce froid soupçon, celui qu'on réserve aux gens qu'on croit déconnectés de la réalité. Quand ils ont quitté la maison, je suis resté figé sur le seuil, la peau giflée par le mistral, le cœur tambourinant dans mes tempes. Dès qu'ils ont disparu, j'ai recomposé le numéro de Laurent. Cette fois, il a décroché. Il avait une voix faussement lasse, comme s'il sortait d'un sommeil agité. « Maman, ne t'en fais pas, c'est juste un malentendu. » Un malentendu ? Quand ma chambre est éventrée, que des papiers truqués circulent et que la police vient chez moi. Il a poursuivi, agacé. Il avait anticipé des rénovations. Élodie avait pris les devants avec une entreprise, pour ton bien. Je sentais le mensonge suinter dans chaque mot. Jamais je n'avais donné mon accord. Quand je le lui ai rappelé, il a soupiré. Tu sais, avec l'âge, on oublie parfois. Ces mots m'ont transpercé. Avec l'âge ? Comme si ma mémoire pouvait être balayée d'un revers de main, comme si je n'étais plus crédible. Je tremblais de colère. Et j'ai raccroché. Je suis resté là, le combiné encore chaud dans ma main, incapable de bouger pendant de longues minutes. La maison me semblait soudain étrangère, comme si on avait effacé une partie invisible de moi à l'intérieur de ces murs. Chaque recoin respirait l'ombre d'une trahison que je ne voulais pas nommer. Le soir même, un courrier recommandé a été glissé sous ma porte. À l'intérieur, une notification officielle m'informait que des démarches étaient en cours pour transférer la propriété de la maison. Mon nom apparaissait, mais en tant que co-signataire. À côté, figurait une signature qui imitait la mienne à s'y méprendre. Mes doigts se sont mis à trembler si violemment que j'ai failli déchirer la lettre. J'ai relu chaque ligne plusieurs fois, le souffle court, espérant découvrir une erreur typographique, une faille, quelque chose qui me prouverait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais non. C'était clair, organisé, méthodique. Quelqu'un avait préparé ce coup depuis longtemps. J'ai cherché à joindre mon notaire, mais sa secrétaire m'a répondu que tous les documents semblaient en ordre. En ordre ? Comment une falsification aussi grossière pouvait-elle passer pour authentique ? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil une seconde. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une lampe allumée, entourée de piles de papier, de factures anciennes, de courriers officiels. Je traçais des cercles rouges autour des dates, des incohérences, des signatures suspectes. Je fouillais dans mes tiroirs à la recherche des doubles de mes papiers d'identité. J'avais l'impression d'être une étrangère dans ma propre vie, condamnée à prouver ce que je savais déjà être vrai. Au petit matin, mes mains étaient tachées d'encre et mes yeux brûlaient. Mais au milieu de ce chaos, une détermination nouvelle a germé. On voulait m'effacer, mais je n'allais pas me laisser faire. J'ai appelé une vieille amie, Monique, ancienne clerc de notaire à la retraite. Elle a écouté en silence pendant que je lui racontais tout. Quand j'ai fini, elle a soufflé lentement, puis a dit d'une voix ferme que je devais agir vite. Elle m'a expliqué les premières démarches à engager, déposer une opposition officielle, signaler la falsification auprès du greffe, rassembler toutes les preuves de propriété. Ces mots étaient précis, tranchants, comme un scalpel qui découpe la peur pour faire place à l'action. À cet instant, j'ai senti que quelque chose en moi venait de se redresser. Pour la première fois depuis des jours, je n'étais plus seulement une vieille femme perdue dans un engrenage administratif. J'étais une épouse qui défendait la mémoire de son mari. Une mère trahie qui se préparait à affronter ce qu'elle avait élevé. L'après-midi même, j'ai pris le chemin de la maison de Suzanne, ma voisine depuis toujours, celle à qui je confiais mes inquiétudes lorsque le monde me semblait trop lourd. Elle m'a accueilli avec sa tasse de café fumant, déjà posée sur la table comme si elle m'attendait. Je lui ai tout raconté, les ouvriers, les papiers suspects, la police, et surtout le ton glacial d'Élodie. Suzanne m'écoutait sans m'interrompre, ses yeux pâles se durcissant à mesure que je déroulais les faits. Quand j'ai terminé, elle a posé sa main sur la mienne. « Mireille, il faut que tu réagisses. Ce n'est pas un malentendu, c'est un plan. Ils veulent te faire passer pour sénile. » Sa voix ne tremblait pas. Elle savait. « Tu as encore les titres de propriété, non ?» J'ai hoché la tête.
Les originaux étaient toujours là, rangés dans le vieux secrétaire, bien protégés. Mais une nouvelle crainte s'est logée dans mon ventre, et si on tentait justement de prouver que je n'étais plus capable de les gérer moi-même? En rentrant, j'ai fouillé le secrétaire, vérifié les compartiments. Les papiers étaient là, intacts, à leur place. Mais dans un tiroir que je n'ouvrais jamais, j'ai découvert d'autres documents. Des lettres administratives, des formulaires liés à une demande de permis de construire, avec mon nom inscrit comme requérante. Encore une fois, la signature imitait la mienne, mais je savais qu'elle ne venait pas de ma main. Ce n'était donc pas seulement une histoire de devis falsifiés. Ils avaient élaboré tout un scénario dans lequel j'étais complice. Ce soir-là, alors que je regardais par la fenêtre, j'ai aperçu Élodie traverser la rue. Elle portait une enveloppe volumineuse. Je l'ai vue l'attendre au facteur en insistant, presque nerveuse. Une nouvelle manigance? Un courrier destiné à m'enfoncer davantage? Je n'ai pas dormi. Le tic-tac de l'horloge me rappelait que le temps ne jouait plus en ma faveur. J'avais toujours cru que mes enfants veilleraient sur moi, comme j'avais veillé sur eux durant toute leur enfance. Mais désormais, une certitude me glaçait les os, ce n'était pas seulement ma maison qu'on cherchait à m'enlever. C'était ma voix, mon droit de décider, ma place dans ma propre vie. Le matin suivant, j'ai pris une résolution. Je ne pouvais plus me contenter de subir. Je me suis rendue chez Maître Durand, le notaire que mon mari et moi avions consulté des années plus tôt pour rédiger notre testament. Son bureau n'avait pas changé, boiserie sombre, dossiers empilés, silence feutré. Il m'a reçu avec cette distance professionnelle, polie mais sans chaleur. Je lui ai exposé les faits, lentement, méthodiquement, sans omettre un seul détail. Quand je lui ai montré les documents suspects et les signatures fausses, ses sourcils se sont froncés. Madame Lambert, il s'agit là de faux manifestes. Mais c'est la phrase qui suivit qui me donna le vertige. Ces éléments pourraient servir à démontrer que vous n'êtes plus apte à gérer vos affaires. Et si cela venait à être acté, quelqu'un pourrait demander votre mise sous tutelle. Mise sous tutelle. Le mot résonna dans ma tête comme un coup de marteau. Il voulait me déposséder, légalement, lentement, jusqu'à m'effacer. Et les instigateurs de ce plan, c'étaient ceux-là même que j'avais bercé, nourri, aimé. En sortant du cabinet, le vent d'automne me fouettait le visage. Mais je marchais droite. Je n'étais peut-être plus jeune, mes articulations grinçaient, mes cheveux étaient blancs, mais je n'avais rien perdu de ma lucidité. Une colère froide montait en moi, calme et tranchante. Je suis rentré chez moi et j'ai sorti un cahier neuf. Sur la première page, j'ai écrit en lettres majuscules, preuve. Je noterai tout. Chaque appel. Chaque visite. Chaque mot suspect. Je prendrai des photos. Je garderai trace de tout. Je n'étais plus simplement une mère trahie. Je devenais l'archiviste de ma propre défense. Ce soir-là, j'ai entendu des voix à travers les persiennes fermées. Laurent et Élodie parlaient devant la maison, croyant que je dormais. Leurs mots passaient par les interstices du volet comme un poison discret. Encore quelques semaines, avec l'assurance, tout sera réglé, disait-il. Un frisson m'a parcouru des pieds à la tête. Quelle assurance? Parlait-il de la maison? Ou de moi? Ou pire encore, d'une assurance vie dont j'ignorais l'existence? Le lendemain, au lever du jour, j'ai ouvert mon cahier à la 2e page. J'ai noté la date, l'heure, et retranscrit mot pour mot ce que j'avais entendu. Suspect, possible assurance vie conversation devant la maison. J'ai ensuite relu les devis falsifiés, observé ces signatures qui ressemblaient tant à la mienne. Une rage glaciale me parcourait les veines. Moi qui avais enseigné pendant 30 ans à l'école communale d'Arles, appris à des centaines d'enfants à écrire leurs prénoms, à respecter la vérité des mots. Voilà que l'on me volait jusqu'à mon écriture pour me faire disparaître. Ce matin-là, je me suis rendue à la banque, à l'agence du boulevard Delhy, où je suis cliente depuis toujours. Le directeur, M. Béranger, m'a reçu dans son bureau encombré. Je lui ai demandé, la gorge serrée, s'il existait une assurance vie à mon nom que j'aurais oubliée. Il a pianoté sur son clavier, feuilleté un dossier,
puis a relevé la tête avec une prudence inhabituelle. Vous avez souscrit, il y a 15 ans, une assurance conjointe avec votre mairie. Le bénéficiaire désigné est votre fils, Laurent. 15 ans. C'était plausible. À une époque où nous voulions garantir un avenir sur un autre unique enfant. Mais jamais Paul n'aurait imaginé que cette prévoyance devienne un appât. Et le montant ? Ai-je murmuré. 250 000 €, actualisé. Je suis resté figé, les doigts crispés sur le bord du bureau. Je l'ai remercié, la voix étouffée, et je suis sorti en titubant presque. 250 000 €, assez pour faire naître les pires idées dans un esprit appauvri d'amour et de scrupules. De retour à la maison, j'ai trouvé Élodie déjà installée dans ma cuisine. Sans prévenir, sans frapper. Elle avait déposé un sachet de croissants sur la table et s'était servi du café comme si elle était chez elle. Son sourire semblait doux, mais son regard trahissait une tension à peine dissimulée. « Mireille, il faut que vous compreniez, » dit-elle en posant sa tasse avec un calme étudié. « Cette maison est bien trop grande pour vous seule. Ce n'est plus raisonnable. » Je l'ai regardée droit dans les yeux, sans ciller. Elle a poursuivi, d'une voix sucrée qui portait pourtant une lame invisible. « Laurent et moi pourrions nous installer ici, avec les enfants. Ce serait plus pratique pour tout le monde. Et vous seriez bien mieux dans une résidence adaptée, avec du personnel pour vous aider, des repas, des soins, et surtout plus de solitude. » Je me suis levé, lentement, chaque articulation criant sa fatigue. Mais ma voix, elle, était droite, ferme. Cette maison est la mienne. Et je ne compte pas la quitter. Un voile glacial a traversé son regard. Elle n'a rien répondu, s'est contentée de prendre son sac à main et de quitter la pièce. J'ai entendu la portière de sa voiture claquer sèchement quelques secondes plus tard. Le soir même, j'ai appelé Suzanne. Elle a écouté, puis sa voix s'est faite grave. « Mireille, il te faut un avocat. Pas seulement un notaire. Quelqu'un qui sache te défendre s'il cherche à te faire passer pour sénile. » Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Fournier, un avocat recommandé par une ancienne collègue. Son cabinet, à Nîmes, sentait le cuir usé et les dossiers trop vieux. Il m'a accueilli sans sourire, mais avec une attention redoutable. Je lui ai tout raconté, sans détour. Les ouvriers, la police, les signatures fausses, l'assurance vie. Il prenait des notes à toute vitesse, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a fermé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Lambert, tout ce que vous décrivez correspond à une tentative de mise sous tutelle abusive. Votre belle-fille pourrait tenter de convaincre un juge que vous n'êtes plus capable de gérer vos affaires. Dans ce cas, elle serait nommée tutrice légale et pourrait disposer de vos biens. » Mes mains se sont serrées sur mes genoux. Je n'arrivais pas à croire que Laurent accepterait une chose pareille. L'avocat a haussé les épaules, son regard aussi triste que lucide. Parfois, l'amour filial ne fait pas le poids face à l'avidité, ou face à une épouse insistante. Je suis rentré chez moi avec un poids nouveau sur la poitrine. Non plus celui de la peur, mais celui de la certitude. Une guerre venait de commencer. Silencieuse, feutrée, mais bien réelle. Le lendemain, alors que je classais des papiers dans le secrétaire, un bruit m'a alerté. Des pas dans le jardin. Je me suis approché sans bruit de la fenêtre et j'ai entrebâillé le rideau. C'était Laurent. Il marchait lentement en parlant au téléphone, pensant sans doute que je ne l'entendais pas. J'ai ouvert un peu plus la fenêtre. « Oui, ne t'inquiète pas, elle ne tiendra pas longtemps. Avec les certificats médicaux, on aura gain de cause. » Certificats médicaux. Il cherchait à me faire passer pour malade, désorienté, incapable. Je me suis accroché au rebord de la fenêtre pour ne pas vaciller. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seconde. J'ai écrit dans mon cahier, Laurent conversation entendue dans le jardin mentionne certificats médicaux pour soutien à une tutelle. Chaque ligne devenait une preuve, chaque mot, une lame à double tranchant. Mais je n'avais pas le choix, il fallait tout consigner. Quelques jours plus tard, alors que je revenais du marché, un sac de légumes au bras,
2 hommes en blouse blanche m'attendaient devant le portail. Ils se sont présentés comme médecins mandatés pour évaluer mon état cognitif. L'un tenait un dossier déjà rempli. L'autre un carnet de notes. Je les ai dévisagés avec méfiance. Le plus âgé, chauve, portait un badge. Docteur, Malençon évaluation gériatrique. L'autre, plus jeune, griffonnait déjà dans son carnet sans me saluer. Madame Lambert, dit le premier avec une bienveillance de façade, nous venons procéder à l'examen demandé par votre famille. J'ai senti mes entrailles se tordre. Ma famille. Mon fils. Sa femme. C'était eux, bien sûr. Je n'ai rien demandé, ai-je répondu d'une voix tremblante, et je ne vous ai pas autorisé à entrer chez moi. Le plus jeune a levé les yeux. Dans ce cas, madame, il faudra signer un refus officiel de coopération, ce qui pourra être utilisé contre vous dans une procédure de tutelle. Chaque mot était un piège. J'étais acculé. Si je refusais, je donnais l'image d'une femme paranoïaque et instable. Si j'acceptais, je risquais de tomber dans le piège de leur diagnostic orienté. Alors, j'ai ouvert le portail. Le cœur battant à tout rompre. Ils sont entrés, l'un s'est installé dans la salle à manger, l'autre dans le salon, comme s'ils étaient chez eux. Ils m'ont posé une avalanche de questions, certaines anodines, d'autres humiliantes. Quel jour sommes-nous? Qui est le président actuel? Savez-vous combien vous gagnez par mois? Que faites-vous si vous entendez des voix la nuit? Je répondais calmement, parfois en serrant les poings sous la table. Je savais qu'ils cherchaient des failles, des hésitations, des trous de mémoire. Alors je respirais lentement, je choisissais chaque mot avec soin. Mais c'est lorsque l'un d'eux m'a demandé de dessiner une horloge que j'ai compris. Ils ne me testaient pas, ils me jugeaient déjà. Leur stylo grattait le papier comme un verdict silencieux. Quand ils sont partis, ils m'ont laissé une feuille à signer. Un résumé de leur passage, soi-disant neutre. Mais en lisant, j'ai vu les mots « orientation temporelle incertaine »,« fragilité émotionnelle »,« possible confusion ». Je leur ai tendu la feuille sans la signer. Je vais la transmettre à mon avocat, ai-je dit sans trembler. Ils ont échangé un regard, puis sont sortis sans un mot. Le portail a claqué derrière eux comme une gifle. J'ai aussitôt appelé Maître Fournier, la voix encore serrée. Il m'a dit de garder le document, de noter chaque détail de la visite, y compris l'heure, les noms, le contenu des échanges. Puis il a ajouté, il va falloir aller plus loin. On va porter plainte pour falsification, et demander une expertise médicale indépendante. Je me suis senti à la fois soulagé et terrifié. Je ne voulais pas de guerre, mais je ne pouvais pas non plus me laisser dévorer vivante. Ce soir-là, j'ai relu les lettres de mon mari, celles qu'il m'avait écrites lorsqu'il était hospitalisé, peu avant sa mort. Dans l'une d'elles, il avait écrit « Si jamais tu sens que quelque chose t'échappe, que les gens autour de toi changent, n'oublie jamais ce que tu vaux. Défends-toi, même si tu es seul. » Je l'ai relu 3 fois. Puis j'ai fermé les volets, verrouillé la porte, et je suis monté me coucher. Mon cœur battait vite. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était la colère. Le lendemain, au petit matin, j'ai préparé une chemise avec tous les documents, actes notariés, courrier suspect, capture d'écran, notes manuscrites. J'y ai joint une copie de la lettre d'évaluation que je refusais de signer, barrée d'un trait rouge. Puis je suis parti en train pour Nîmes, direction le tribunal judiciaire. Là-bas, Maître Fournier m'attendait. Il avait déjà entamé les démarches, et il tenait entre les mains un dossier de plainte complet. Nous avons déposé une requête officielle pour signaler une tentative de mise sous tutelle abusive et usage de faux. Au guichet, la greffière m'a observé longuement avant de tamponner les documents. Je n'oublierai jamais son regard, elle semblait comprendre ce que je traversais. En sortant du tribunal, le ciel était couvert, mais je sentais un poids en moins sur mes épaules. J'avais agi. J'avais planté un drapeau au sommet de ma dignité. Pendant les jours suivants, je suis restée vigilante. Je n'ouvrais la porte qu'à ceux que je connaissais. Je continuais à écrire, à documenter, à prendre des photos. Et chaque jour,
je relisais les lettres de Paul, comme une prière laïque, une ancre dans la tempête. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. Une convocation au tribunal, cette fois pour une audience de mise sous tutelle, à la demande de mon fils. Noir sur blanc. Sa signature, cette fois bien réelle, accompagnée de celle d'Élodie. Il me déclarait mentalement vulnérable et en perte de discernement. Je suis resté immobile, la lettre posée sur la table. Il n'y avait plus de doute, plus d'ambiguïté. Ils avaient choisi leur camp. Et ce n'était pas le mien. Mais au fond de moi, quelque chose s'était solidifié. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus honte. J'étais prête à me battre. Le jour de l'audience, je me suis levée à l'aube. J'ai enfilé le tailleur bleu que Paul aimait tant, celui qu'il appelait la tenue des grandes batailles. Dans mon sac, j'avais le dossier complet préparé avec Maître Fournier. Mais surtout, j'avais avec moi la force de toutes ces nuits sans sommeil, de toutes ces humiliations silencieuses, de chaque regard que j'avais encaissé sans fléchir. Dans la salle d'audience, Laurent évitait mon regard. Élodie, elle, tenait un dossier rose pâle, bien ordonné, avec des post-it d'épaisseur. Ils avaient amené un médecin, celui-là même qui était venu chez moi, et un voisin sans doute manipulé, prêt à dire que je laissais les lumières allumées la nuit et que je parlais seul. Le juge m'a demandé si je comprenais la procédure. Je lui ai répondu d'une voix claire que oui, et que je l'attendais. Maître Fournier a pris la parole. Il a déroulé, avec calme et précision, la chronologie des événements, les incohérences des signatures, les témoignages biaisés. Puis il a tendu la lettre de Paul, celle où il écrivait que je devais me défendre si un jour quelqu'un tentait de me faire taire. Un silence s'est installé dans la salle. Le juge a hoché lentement la tête. Puis il a fixé Laurent. Votre mère a toute cette tête. Et plus de lucidité que bien des gens ici présents. Il a refermé le dossier. L'affaire était classée. J'avais gagné. Mais je ne ressentais ni joie, ni triomphe. Seulement un vide immense. Sur le parvis du tribunal, Laurent m'a rejoint, seul. Il a tenté de parler, les mots hésitants, les mains tremblantes. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as trahi ton père. Et ce que nous avons essayé de te transmettre toute ta vie. Il a baissé la tête. Puis il est parti sans se retourner. Ce soir-là, j'ai dîné seul dans la cuisine. Pas de vin, pas de musique. Juste le tic-tac de l'horloge, régulier, apaisé. J'avais retrouvé ma maison. Mais j'avais perdu un fils. Et pourtant, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Sans cauchemar. Sans crainte. Libre.